Salut à toutes, salut à tous. 5e étape de Tirreno Adriatico aujourd'hui. Et une belle et longue étape encore avec 205 km et un parcours très vallonné. Ça monte du début à la fin en fait. Il y a des petites montées, des petites descentes, des petites montées, des petites descentes. Il n'y a quasiment pas un kilomètre de plat. Alors ça monte jamais dans des gros pourcentages. On n'a jamais plus de 10%. Mais voilà, il y a toujours des petites ascensions. C'est une journée parfaite pour les baroudeurs. Pour les échappés aujourd'hui vraiment. Ça a failli marcher hier, ça marchera peut-être aujourd'hui parce que le profil s'y prête. On ne sait pas trop qui va gérer dans le peloton. Est-ce que ce sont les équipes du classement général? Ce ne sera pas les équipes de sprinteurs parce que pour les sprinteurs, ça sera impossible aujourd'hui à cause du Monterolo, une ascension de 4 km à 6,6% de moyenne qui sera à 6-7 km de l'arrivée. Voilà un petit mur qu'il faudra franchir avec des passages à 9% dans les 300 derniers mètres. Une rampe de lancement évidemment idéale pour tous les punchers. Et notamment pour Mathieu Van Der Poel, qui est le grand favori du jour. Mais il y a quand même quelques autres coureurs qui auront leur mot à dire aujourd'hui, outre les coureurs du classement général que sont Ayuso, Tiberi, Bilbao, Mikel Landa, Jay Hindley. Il y a aussi des bons punchers comme Marc Hirschi pour la Tudor qui sera là. On va surveiller Romain Grégoire côté français, qui est vraiment un type d'étape qui lui correspond. On a Thomas Pidcock pour la Q36.5 aussi, qui semble taillé pour cette étape, voire Aramburu pour la Cofidis. Voilà, des coureurs qui seront là dans le final et qui voudront tenter à qui ce genre d'échappée ne fait pas peur, tout comme bien sûr Richard Carapaz pour l'IF. C'est aussi, il est grimpeur mais aussi bon puncher. Ça pourrait lui plaire. On va voir si Filippo Ganna, qui est toujours leader depuis sa victoire initiale sur le chrono, va résister parce qu'il a de la puissance, mais est-ce qu'il aura l'explosivité suffisante là pour suivre les meilleurs dans ce dernier mur? C'est pas sûr. C'est peut-être aujourd'hui qu'il va perdre son maillot. Et puis on suivra le parcours de l'échappée avec toutes ces ascensions, ces descentes. C'est plus difficile à gérer pour un peloton vu qu'il n'y a pas de plat. Il devrait offrir une bonne adversité au peloton aujourd'hui. C'est parti pour la 5e étape de Tirreno Adriatico. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour cette étape. On va voir s'il y a des attaques du début. Le problème pour le classement de la montagne, c'est que la première ascension répertoriée, elle est dans 127 km. C'est-à-dire qu'au début, il y a plein de montées, mais elles ne comptent pas au classement de la montagne. Donc, est-ce que ça va motiver notamment Manuel Taruzzi et puis les coureurs de la Polti-Malta à partir dès le début? C'est pas sûr. On va voir ça. Il y a des étapes quand même du départ, mais c'est un coureur de la Décathlon qui est le premier à tacler. C'est Dries de Bondt. On l'a vu hier, avant-hier. Il est retourne aujourd'hui. Il y a des coureurs qui le rejoignent. On a 6-7 coureurs là qui sont partis avec lui. Notamment, je revois le maillot vert de Manuel Taruzzi. Il a bien décidé d'y aller, même si l'ascension est dans longtemps. Les points à aller chercher sont dans longtemps. Il est là, Taruzzi. Et il n'y a pas de coureur de la Polti. Si, on a qui là? On a Francisco Munoz, l'Espagnol. Alors, c'est pas David Ebais, qui était le deuxième au classement de la montagne. C'est Munoz. Il y a d'autres coureurs encore. Il y a notamment 2 coureurs de l'Alpecin de Koenig. Il y a Gal Glivar, le Slovène. Exandre Meurice, le Belge. On a un coureur de la Cofidis là, avec Paul Ourselin, qui est présent. Un coureur également de l'Uno-X. Le Norvégien Fredrik Dversnes, ou Dverne, je ne sais pas comment on dit, on va dire Dversnes en norvégien. Ça fait 7 coureurs là, qui sont sortis et a priori, c'est parti déjà pour être l'échappée du jour. Là. Il y a moins de bataille qu'hier. Le groupe qui prend un petit peu d'avance. Et derrière, pour l'instant, il n'y a pas de contre. Bon, là, ce sera fait rapidement aujourd'hui. Après la 10 km seulement de l'étape. Les échappés, là, les 7 hommes ont déjà 3 minutes d'avance. Ils sont partis. Ça sera donc ces 7-là à l'avant aujourd'hui qui vont tenter d'aller le plus loin possible. On a 2 coureurs qui sont plutôt quand même dangereux au classement général. Dans cette échappée, c'est justement le Norvégien Fredrik Dvernes qui est 33e à 1 minute et 22 secondes de Filippo Ganna. Et puis Francisco Munoz pour la team Polti Visit Malta. Il est 49e à 1,55. C'est donc des coureurs qu'on ne peut pas laisser avec trop d'avance. En tout cas, qu'on ne peut pas laisser aller gagner avec 10 minutes d'avance. On ne peut pas les laisser partir trop loin, ces 2 coureurs-là qui sont membres de l'échappée.
150 km de l'arrivée et l'écart qui continue de grandir. On vient de passer au-dessus des 5 minutes d'écart désormais entre les 7 hommes et le peloton. On rappelle le nom des échappés: Xandre Maurice, Egal Glivar pour l'Alpecin de Koenig, Paul Ourselin pour la Cofidis, Dries de Bondt pour la Decathlon AG2R la mondiale, Francisco Munoz pour la Polti Visit Malta, Manuele Tarozzi pour la Bardiani Faesene et Frédéric Dversnes pour l'Uno-X Mobility. Derrière, dans le peloton, on gère tranquillement. On a quand même déjà eu deux abandons. La personne de Johan Preisch Petersen, celui qui avait fait un si bon chrono lors de la première étape et qui abandonne. Et puis également Rui Costa, le portugais de l'IF Education Easy Post, qui arrête les frais là, au cours de cette étape. On vient de passer là, les 100 km de l'arrivée et l'écart qui devient vraiment quand même intéressant. Là. 6 minutes et 45 secondes d'avance pour les 7 hommes de devant. Ça, c'est beaucoup, c'est pas mal. Surtout donc avec la présence de Vernes et Munoz qui ont moins de 2 minutes de retard sur Ghana. Alors que tous les autres, les 5 autres, sont à plus d'un quart d'heure au classement général. Donc eux, en effet, c'est pas grave. Et ils auraient pu vraiment y croire si il n'y avait pas ces 2 coureurs bien classés au général. À un moment, le peloton va forcément devoir réagir. Derrière, on a des équipes qui roulent. Là, on a l'Ineos, évidemment, de Ghana. On a la Team Emirates d'Ayuso. On a aussi la Q36.5 de Tom Pidcock qui roule. Et puis, intéressant de voir que l'Alpecin de Koenig, de Mathieu Van Der Poel, qui est le grand favori du jour, évidemment, ne roule pas puisqu'ils ont mis deux équipiers devant. Là, c'est probablement une stratégie pensée à l'avance pour Van Der Poel de mettre 2 équipiers devant pour aider, bien sûr, Van Der Poel probablement dans le final et aussi pour avoir l'excuse de ne pas avoir à travailler pour revenir sur ces échappés qui ont donc une belle avance. On va aller parler d'un de ceux-là. J'ai choisi Dries de Bondt parce que c'est celui qu'on a le plus vu depuis le début de Tirreno Adriatico. Il était à l'attaque hier et avant-hier. Et puis, c'est un coureur qui a déjà un palmarès intéressant pour ce Belge de 33 ans. Qui n'est par contre, il a quand même un certain âge, mais ça fait que 3 saisons qu'il évolue en division World Tour. Il a passé beaucoup de sa carrière en division continentale. Il a rejoint notamment la Corendon Circus en 2019 en division continentale. Corendon Circus qui est devenu ensuite l'Alpecin Phoenix, qui est donc monté en Pro Tour en 2020 ensuite. Et puis l'Alpecin Phoenix est resté 3 saisons en division Pro Tour avant d'être promu en World Tour. C'était en 2023 et il était encore là, du côté de l'Alpecin de Koenig, qui n'a rejoint la Decathlon que l'an passé. Dries de Bondt qui donc découvre un petit peu le World Tour, c'est sa 3e saison. Mais il compte déjà une victoire prestigieuse en World Tour, c'était sur le Giro en 2022. Il s'imposait au bout d'une échappée lors de la 18e étape devant Edoardo Affini, Magnus Cort et Davide Gaburo qui étaient ses compagnons d'échappée. Le peloton terminait à 14 secondes derrière eux. Dans un final évidemment très stressant. Outre ses victoires sur le Giro, il compte 6 autres victoires. Donc voilà, 7 victoires au total dans sa carrière, mais une seule sur le World Tour, le Giro. Mais il a aussi notamment été champion de Belgique de la course en ligne en 2020 pour Dries de Bondt, qu'on a peu vu sur les grands tours. Il a fait 2 Giro, un en 2021 où il allait chercher une 4e place d'étape et un en 2022 où il allait chercher cette victoire. Donc un beau ratio victoire pour nombre de grands tours pour Dries de Bondt, qu'on a un petit peu plus vu sur les classiques, avec 2 Paris-Roubaix, 3 Milan-San Remo et 5 Tours des Flandres à son actif, mais aucun vraiment résultat. Il a souvent abandonné. 49e du Tour des Flandres en 2021 reste son meilleur résultat sur les monuments. Depuis le début de la saison, il a fait l'étoile de Bessèges et le Tour de la Provence sans performer. On l'avait vu à l'attaque sur Bruxelles-Kurn, où il avait pris l'échappée pendant 148 km sans réussir à faire de résultat. Il était dans l'échappée avant-hier. Hier, on l'a vu aussi attaquer. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Où pourra-t-il aller avec ces 6 hommes avec lui qui ont donc une belle avance et sur un profil comme ça très vallonné? Faudra aller les chercher, les hommes de tête là pour le peloton. Et puis on a noté un abandon de plus encore dans le peloton. Cette fois-ci, c'est Wout Poels qui a abandonné. Le coureur de l'XDX Astana Team qui n'ira pas plus loin sur ce Tirreno Adriatico. 1 km du sommet de la première difficulté répertoriée du jour, la Santa Marciana. 4,4 km à 6% de moyenne, mais avec des passages quand même à plus de 12% qui évidemment font mal aux jambes. Et notamment, ça fait mal aux jambes de Munoz là. Francisco Munoz qui a lâché prise là dans les passages les plus pentus avec les autres échappés. Ils ne sont plus que 6 devant.
Ouais, là, ça va être compliqué pour lui de. Il a peut-être réussi ensuite dans la descente à revenir, mais c'est quand même pas bon signe pour le reste de l'échappée. Ça veut aussi dire qu'il n'ira pas contrarier Tarozzi dans la lutte pour les points à prendre. Là, je pense pas. Est-ce qu'un des autres coureurs de l'échappée va essayer de prendre des points? Je suis quand même pas sûr du tout. Et donc, j'imagine bien là, Tarozzi passer tranquillement en tête et prendre 5 points de plus. Et augmenter son avance au classement de la montagne. Et ça devient intéressant quand même pour Tarozzi, là, ce maillot distinctif, qu'il pourrait peut-être mener au bout. Là, s'il prend encore 5 points, il y a une autre ascension, il pourrait avoir 5 points. La dernière ascension est vraiment très près de l'arrivée, donc il est possible qu'il soit repris d'ici là, l'écart qui a commencé à diminuer. Mais il est encore de 6 minutes. Derrière, le peloton qui est toujours mené par la Team Emirates, on voit notamment Domen Novak, qui travaille beaucoup. Et puis les abandons qui continuent. Encore 3 nouveaux abandons, avec Michel Kwiatkowski, qui abandonne pour Ineos, ainsi que le Portugais Afonso Eulalio de la Bahrain Victorious et Simone Consoni, le poisson pilote de Jonathan Milan pour Lidl Trek, qui était tombé avec lui il y a 2 jours et qui s'est pas suffisamment remis. Il abandonne et ça aura son importance lors de la dernière étape qui se jouera très certainement au sprint. Et Jonathan Milan, il n'aura pas Simone Consoni pour l'amener. Ça pourrait profiter à d'autres sprinteurs lors de cette dernière étape. Alors qu'on arrive au sommet, et sans souci, c'est Manuel Tarozzi qui passe en tête. Il devance Paul Ourselin et Frédéric Vernes. Mais voilà, il n'y a pas eu de bataille, c'était juste dans un relais. Il a désormais 26 points, et donc 15 points de plus que David Bailly, son premier poursuivant. C'est vraiment pas mal le bon coup pour Tarozzi, encore une fois. Il s'est bien rattrapé après sa première étape extrêmement décevante, où il avait été tout seul devant pendant quasiment toute la journée pour prendre quasiment aucun point à cause des coureurs de la visite Malta qu'il avait rejoint juste avant ses petites ascensions de fin d'étape. Aujourd'hui, il fait beaucoup mieux. La prochaine ascension est dans 50 km. Donc voilà, il y a encore de la route et le peloton qui va forcément grandement se rapprocher. Au cours de ces 50 prochains kilomètres, il y aura un sprint intermédiaire entre les deux, mais pas sûr qu'il intéresse qui que ce soit. À moins peut-être les 2 coureurs là. Munoz a été lâché, donc il n'y a plus que Frédéric Vernes, peut-être qui ira chercher les 3 secondes. On est à 75 km de l'arrivée, l'écart qui vient de passer sous les 6 minutes. On y arrive au ce sprint intermédiaire, on va voir s'il intéresse quelqu'un dans l'échappée. Les 6 hommes de tête, puisque Francisco Munoz a lâché, il s'est même relevé, il vient juste d'être repris par le peloton. Un peloton qui est désormais pile à 5 minutes derrière les échappés, alors qu'on est à 59 km de l'arrivée. Bon, le seul coureur donc, qui pourrait être intéressé, c'est Frédéric Vernes. Il a une 22 de Ghana, il pourrait revenir à une 19, mais bon, il n'a pas forcément non plus d'ambition vraiment au classement général. Pour l'instant, c'est Xandre Meurice qui mène devant Tarozzi. Vernes en 3e position. Et en fait, non, personne ne s'en soucie. C'est Xandre Meurice qui passe en tête devant Tarozzi et Vernes. 3, 2 et 1 seconde pour ces 3-là, mais ils ne sont pas amusés à perdre la moindre once d'énergie. L'objectif aujourd'hui, c'est l'étape. Ils sentent que c'est possible, 5 minutes d'avance avec un profil vallonné. Et il y a peut-être un coup à jouer, donc voilà. Ils ne s'amusent pas à perdre de l'énergie pour rien sur un sprint pour des pacotilles. L'écart qui diminue, évidemment. On est à 49 km de l'arrivée. Et l'écart qui est de 4 minutes 10, ils perdent environ 1 minute tous les 10-15 km. À ce rythme-là, ça commence à devenir compliqué, même si l'écart est bien sûr encore important. Allez, on va faire un petit focus sur un des outsiders du jour. Le favori, c'est Van der Poel, mais tout le monde le connaît. On va parler quand même de Romain Grégoire, parce qu'il reste sur une superbe 3e place là, lors de la 3e étape, devancé par Andrea Vendramé et Thomas Pidcock. Il a remporté déjà une étape cette saison avec la Faune Ardèche Classique, qu'il a joliment gagné devant Brenner et Fortunato. C'était la 7e victoire de sa carrière déjà, alors qu'il n'a que 22 ans. Le coureur qui a fait toute sa carrière du côté de la Groupama FDJ. 7 victoires et 1 victoire Pro Tour. C'était l'an passé sur le Tour du Pays Basque. Il s'était imposé dans un sprint devant Orlouis Salar et Maximian Charman. Un sprint en petit comité, une trentaine de coureurs du peloton. C'était la plus belle victoire de sa carrière auparavant. Il avait simplement remporté une victoire d'étape sur les 4 jours de Dunkerque et le classement général, et 2 victoires d'étape sur le Tour du Limousin, ainsi que le classement général pour Romain Grégoire, dont on attend beaucoup sur les classiques punchés. Du côté des grands tours, il a déjà fait un Tour de France et une Vuelta. Sur la Vuelta, il était allé chercher une 2e place lors d'une étape, mais n'avait malheureusement pas pu s'imposer.
Sur le Tour de France, il a été plus discret. Hein. Jamais mieux qu'une 15e place. Il avait eu un petit peu plus de mal à se montrer, comme toute la Groupama FDJ d'ailleurs, qui avait souffert l'an passé sur le Tour de France. Et puis sur les monuments, là où on l'attend, là aussi, il n'a pas encore vraiment réussi sur le Lombardie. Il a participé 2 fois. Il a fait 32e l'an passé. Il a fait un Liège-Bastogne-Liège qu'il a terminé en 24e position. On attend mieux, on attend du top 10, on attend du podium. On espère secrètement une victoire pour Romain Grégoire. Et on verra aujourd'hui combien il finit. Parce que c'est un profil assez identique. Par exemple, à Liège-Bastogne, Liège-Orgy avec ce petit mur. Et puis ensuite, une descente avant les 2 derniers kilomètres sur le plat à l'arrivée. Il sera en tout cas surveillé pour Mathieu Van Der Poel, le favori du jour. Au même titre, on a dit que Marc Hirschi et Thomas Pidcock. À mon avis, ils sont là, les 4 meilleurs punchers hors coureur du classement général. Juste au moment où Frédéric Vernes la prend à bidon, il y a Dries de Bondt qui place une accélération. C'est pas très cool. Il va rentrer le Norvégien. Par contre, ça va être fatal à Xandre Maurice. Hein. On a vu passer beaucoup de relais, puis on l'a vu ensuite refuser de passer un relais quand on lui en demandait un. Et c'était pas du bluff pour garder l'énergie, c'est qu'il en avait plus. Il a lâché prise. Il n'y a plus qu'un seul coureur de l'Alpecin, c'est Gal Glivard. On se demande quel est l'intérêt quand même pour l'Alpecin de Mathieu Van Der Poel d'avoir ces 2 coureurs devant finalement, parce que s'il travaille pour que l'échappée aille au bout, du coup ça empêche Mathieu Van Der Poel de gagner. S'ils sont dans l'échappée pour l'empêcher d'aller au bout, ils gaspillent des forces pour rien. Quelle est la stratégie là? On ne sait pas. Mais bon, ils sont plus que 5 devant là, puisque Xandre Maurice a lâché suite à cette accélération de Dries de Bondt. Frédéric Vernes, lui, il a pris son bidon et il a sprinté pour revenir sur les 4 autres. Il y a 3 minutes 49 secondes d'écart entre le peloton et l'échappée à 45 km de l'arrivée. Oh, la chute dans le peloton là. C'est Eddie Dunbar pour la Jai Kosluala qui vient de chuter. Il était bien placé au classement général, il était 7e. Et là, il s'est fait mal. Hein. Il se rassoit. Il y a un coureur de la Tudor aussi, mais qui a l'air d'aller mieux. Par contre, pour Eddie Dunbar, il se prend la tête dans les mains, il s'est fait vraiment mal là. Qu'est-ce qui s'est passé là? On revoit un ralenti. C'est lui qui tombe. Hein. C'est lui qui tombe, il a dû toucher une roue et il a fait un petit soleil. Il entraîne un coureur de la Tudor, mais pour lui, il tombe à peine. Je ne suis même pas sûr qu'il tombe, le coureur de la Tudor. Par contre, lui, il est bien tombé. Ouais, non, le coureur de la Tudor, il est juste un petit peu tombé dans l'herbe, donc ça va. Alors que Eddie Dunbar, il s'est fait mal, son vélo a fait un vol plané jusque dans les ronces. Et pas sûr qu'il puisse repartir. En tout cas, là, ses chances... parce que ça va très vite, hein. En ce moment, ça va très vite, puisque faudra revenir sur l'échappée. L'écart qui diminue très peu, 3 minutes 10 d'avance. On est à 34 km. Alors que Xandre Maurice vient de se faire reprendre, justement. Par le peloton, il a tout lâché. Et c'est bizarre, on voit des coureurs de l'Uno-X là, devant le peloton rouler, alors qu'ils ont un équipier devant. Ça, c'est un petit peu étonnant. Alors, c'est vrai qu'ils ont Magnus Cort, c'est aussi une échappée, une arrivée qui pourrait lui plaire. On arrive au sommet de la Salita di Balbanti. La 2e ascension répertoriée de la journée, 6 km à 4,7%. A priori, ça va quand même être pour Manuele Tarozzi qui devrait passer en tête. Mais l'écart qui a bien diminué là cette fois-ci, là d'un seul coup, là en 5 km dans cette ascension qui s'est faite à vive allure. Il y a eu, on l'a vu à l'arrière du peloton où ça a lâché de partout. Ils sont plus qu'une 60aine, je pense, dans le peloton. Il y a moins de 2 minutes désormais, 1,50 d'avance pour les 5 hommes de tête à 27 km de l'arrivée. Et en plus, dans le peloton, il y a une attaque là. C'est Chris Hamilton pour la Picnic Postenel qui est parti. Il est suivi, accompagné par un coureur de la Decathlon AG2R. C'est Nicolas Prodhomme qui l'a suivi pour la AG2R et qui prend son relais maintenant. Et puis Eddie Dunbar, c'est bel et bien l'abandon. Il a abandonné Eddie Dunbar suite à sa chute. Malheureusement, le coureur de la Jai Kosluala, qui était membre du top 10 et qui s'arrête. On a pris aussi les abandons de 2 Italiens, Alessandro Verre pour l'Arkea BNB Hotel et Gianluca Brambilla pour la Q36.5. Beaucoup d'abandons dus sûrement à de la fatigue. Ils ont peut-être pris froid aussi avec la pluie des 2 derniers jours. Aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est des conditions assez agréables, même s'il n'y a pas vraiment de soleil. Allez, on arrive au sommet. Et 5 points de plus pour Manuele Tarozzi, qui passe devant Dries de Bondt et Gal Glivard. Encore une fois, sans se battre, juste avec ce gros relais. 1 minute 34 d'avance pour eux. 26 km de l'arrivée. Désormais, c'est une rapide descente. Et puis, direct derrière, c'est l'ascension du Monte Rollo, en gros. Hein. Ça va être compliqué désormais, 1 minute 30. Derrière, on a toujours le duo Prodhomme-Hamilton en contre. Ils y sont dans le Monte Rollo. Ils sont à 4 km du sommet. Et ils n'ont plus qu'1 minute et 5 secondes d'avance sur le peloton,
qui continue de se rapprocher. Derrière le contre, c'est un petit peu fini. Chris Hamilton a été repris. Et Nicolas Prodhomme, il est juste 10 secondes devant. Mais tiens, il y a une attaque pour le coureur de l'IF. C'est Esteban Chavez qui va, le Colombien, qui va rattraper du coup là, Nicolas Prodhomme, qui est un petit peu juste devant le peloton. Il reste encore bien 50 personnes dans le peloton. Hein. Mais pourtant, la décision doit se faire maintenant, là, dans les 4 prochains kilomètres, parce qu'ensuite, c'est juste une descente. Et il sera plus possible vraiment de faire des écarts. Comment ça va se terminer tout ça là? Ah, ça grimpe beaucoup là. Et il se faut reprendre Chavez et Prodhomme. Dans un moment où ça grimpe beaucoup. Et c'est Nairo Quintana, tiens, qui contre immédiatement au moment où Prodhomme et Chavez sont repris. C'est Quintana pour la Movistar qui y va. Les échappés, les 5 hommes de tête n'ont plus que 35 secondes d'avance. Il reste encore quasiment 3 km d'ascension. La fin se rapproche malheureusement. Alors qu'ils avaient eu plus de 6 minutes d'avance. Et il reste encore du monde dans ce peloton. C'est Isaac Del Toro qui mène. Il a Tom Peacock dans sa roue. Juan Ayuso. Jay Hindley, Laurence de Plus. Voilà les coureurs qui sont aux premières places. On est pile à 10 km de l'arrivée. Et alors que ça commence à lâcher dans l'échappée là, on a Paul Ourselin et Gal Glivard qui ont pris un éclat là. Ils sont plus que 3. C'est Vernes qui, c'est pas vraiment une attaque. Il a juste accéléré le rythme. Il n'y a plus que Dries de Bondt et Tarozzi qui peuvent suivre. Mais ouais, Glivard et Orsoulin, ça sent la fin là. Ça va être les deux premiers à se faire reprendre probablement. Le peloton n'est plus qu'une vingtaine de secondes derrière. Au niveau du peloton, Quintana, il n'a pas réussi à faire la différence. Alors, il est repris, Quintana. Et derrière, devant, il me semble que Tarozzi est aussi en train de lâcher. Il n'ira pas prendre les 5 points. Ouais, il lâche. Et Dries de Bondt qui lâche aussi. Alors, il n'y a plus que de Vernes désormais. Ça sera lui le dernier résistant. Oh là, derrière, ils n'ont plus de jus. Hein. Tarozzi de Vernes, ils font des zigzags sur la route. C'est des passages là à plus de 10%, je pense. Ça devient très très compliqué. Ouais, il les a tous lâchés un par un au train, hein, sans faire d'attaque, Vernes. Mais le sommet est encore loin. Et le peloton est juste derrière. Voilà. Ourselin et Gal Glivard, ils font vraiment ils montent de manière, en faisant des diagonales pour pas avoir trop de pente dans les jambes. Et se font reprendre à l'instant par le peloton, Ourselin et Glivard. Un peloton qui là, ça y est, il n'y a plus que 20-25 personnes. Van der Poel qui est là en 5e position. Romain Grégoire, je vois 2 coureurs de la Groupama FDJ là autour de la 10e position qui est encore là. Et Filippo Ganna, il est où? Et il est en bas, il est en fin de peloton, Filippo Ganna. Hein. Il commence à souffrir dans ces passages vraiment pentus, mais il est encore là. Mais il est vraiment en toute fin de peloton. C'est la Emirates qui du coup fait le gros rythme. Isaac Del Toro. Je vois encore Derek G, Giulio Ciccone qui sont là. Mais il y a du monde, ouais, quand même. Encore au moins 30 personnes. Hein. Alors que Tarozzi, il essaye de tout donner pour aller prendre quelques points. Mais non, il n'y arrivera pas. Il se fait reprendre là avec Dries de Bondt. Par le peloton, c'est fait. Il n'y a plus que Frédéric Vernes désormais devant le peloton. Et là, il a repris du temps. Il a 29 secondes d'avance. Pour le côté des favoris, là, si on veut faire la différence, éviter un sprint là à 30, c'est le moment. Parce que derrière, c'est que de la descente. Hein. Il va passer au sommet en tête, Frédéric Vernes. Hein. Et le peloton qui ne lui a pas repris grand-chose. 26 secondes d'avance. Désormais, il n'y aura plus que la descente pour le rattraper. Alors, il y a des très bons descendeurs, bien sûr, avec notamment Pidcock et Van der Poel. Et de toute façon, là, on arrive au sommet. Donc, on ne pourra pas trop faire la différence désormais dans la montée. Ça devrait être dans la descente. Il y a toujours une trentaine de personnes, dont Filippo Ganna qui s'accroche. Le géant Filippo Ganna qui s'accroche dans cette ascension. C'est fait pour Vernes qui passe en tête. Et derrière, l'attaque de Juan Ayuso et l'attaque de Pidcock. Et Ganna qui est remonté de nulle part, là, qui est en 3e position. Incroyable. Ganna qui est là. Van der Poel est dans un temps un petit peu plus loin. Hein. C'est Jay Hindley qui est derrière. Il y a un coureur de l'Uno X, probablement Magnus Cort. Giulio Ciccone. Van der Poel est là. Ouais, ça y est, il recolle en 6-8e position. La grosse attaque de Tom Pidcock. Mais il n'a pas fait d'écart. Ganna, il était tout derrière dans le peloton. Et en fait, voilà, Pidcock, il a attaqué aussi pour être sûr de faire la descente en tête. C'est le meilleur descendeur du monde, tout simplement, Tom Pidcock. Et donc, tout le monde a envie de le suivre. Et c'est vrai qu'il ne fallait pas le laisser partir, sinon dans la descente, on ne le revoyait pas. Et c'est à lui de le montrer maintenant. Est-ce qu'il va réussir à faire une descente? Pour l'instant, il a Ayuso qui est dans sa roue, vraiment, quoi. Hein. Alors que ça va très vite dans cette descente. Ganna, lui, laisse un plus gros écart. Et forcément, cette attaque a diminué l'écart. Il n'y a plus que 9 secondes pour Vernes. 5 km pour Vernes. Il a vraiment quelques secondes, 10 secondes maximum d'avance sur Pidcock et Ayuso. Derrière, il y a des petites cassures qui se font dans cette descente, mais forcément, dans les descentes, les cassures, ça peut vite se reformer. Hein. Ça finit sur du plat quand même, les 2 derniers kilomètres.
Ghana qui a perdu des places dans cette descente. Je ne sais pas s'il a pas eu un problème technique là, parce que d'un seul coup, il n'y est plus là. Il a peut-être crevé. Ghana, il est désormais à la fin fond du peloton. Il y a encore quoi, une vingtaine d'hommes hein, dans la roue de Pidcock. Pidcock qui se retourne et c'est Ayuso qui fait le relais. Il a vu que Ghana était un petit peu en difficulté derrière. Versness, il a quasiment plus d'avance. Là, il les voit derrière lui. Il a quoi, 5 secondes. Mais il se relève pas. Et là, c'est de nouveau un parti. Voilà, là, on est sur le plat final. Il reste encore 3 km. Et du coup, ça attaque là. Non, ça roule. C'est qui ça? C'est Jay Hindley qui met une petite attaque. Il a Antonio Tiberi derrière lui qui roule. Giulio Ciccone, Ayuso et Peyo Bilbao qui... Qu'est-ce qu'il fait Peyo Bilbao? Ouais, c'est Peyo Bilbao qui roule pour revenir sur Jay Hindley. Ghana est bien toujours là dans ce groupe. Je vois, est-ce qu'il y a un coureur de la Groupama? Est-ce qu'il est là, Romain Grégoire? Je crois que oui. Ouais, j'ai vu un coureur de la Groupama. Allez, ça se retourne un petit peu dans le peloton. Du coup, là, il y a des attaques. Aramburu qui est toujours là, qui attaque. Voilà, ça, c'était un coureur. Il me semble que c'est Einer Rubio qui a pris sa roue pour la Movistar. Kevin Vauquelin aussi qui est toujours là pour l'Arkea. Ah, il y a des concurrents là, qui veulent éviter un sprint à 20 parce qu'ils savent qu'avec Van Der Poel dans ce groupe, ça va être compliqué de le battre. Mais pour l'instant, personne n'arrive à faire l'écart. Ed Versness, il est juste devant toujours. Il est 200 mètres devant. Et ça se rapproche, une attaque. Et puis ensuite, l'attaque ne marche pas, donc ça se relève. Là, c'est un coureur désormais de la Soudal Quick Step qui attaque. Qui c'est peut-être Cataneo. C'est ça, c'est Cataneo qui va. On est à 2 km de l'arrivée. Van Der Poel toujours là, bien sagement dans le peloton. En quoi, 15e position. C'est Isaac Del Toro hein, qui est toujours là, qui roule. Il a Ghana qui est remonté de nouveau en 2e position. Ghana, il fait l'ascenseur. Allez, Cataneo qui en remet une. Au moment où il s'est fait reprendre, il rattaque. Marc Hirschi qui est là en toute dernière position de ce peloton. Ils sont tous là, hein, les favoris, les outsiders aussi. Allez, qui c'est qui attaque? Là, c'est Derek G désormais pour Israël. Il est suivi par un coureur de l'Uno-X. C'est Tobias Johannesen, là. C'est Tobias Alain Johannesen qui est là pour Uno-X. C'est pas Magnus Cort. Derek G qui revient sur Mathieu Cataneo. Il y a Peyo Bilbao aussi qui est là dans la roue de Johannesen. Et ça s'arrête de nouveau. Ed Versness qui reste en tête. Et Johannesen, c'est pas mal en fait. Il est là pour... il suit toutes les attaques pour empêcher un coureur de poursuivre son effort et donner une chance à Ed Versness. Il reste un coureur d'Ineos qui va prendre le relais. C'est Lorenz de Plus qui est encore là. Qui n'attaque pas, lui, il fait juste le tempo. Et c'est la flamme rouge pour Versness. Et j'ai l'impression qu'il a repris du temps, là. Ça a temporisé dans le peloton. Il a repris 10 secondes d'avance, là, de Versness. Ça remonte même un petit peu, là, la route. Faut qu'il donne tout. Est-ce qu'il a encore de l'énergie après 5 heures de course? Et c'est Pidcock qui en met une désormais dans le peloton. Et avec Van Der Poel dans sa roue. Là, c'est le moment décisif. C'est le moment où j'avais pour revenir. Il arrête tout de suite son effort, Pidcock. Il a vu que Van Der Poel l'avait suivi. Et ça revient derrière. Ed Versness qui est aux 500 mètres. Et ça commence à sentir bon pour le Norvégien là. Ils sont encore loin derrière le peloton. Il a bien 5-6 secondes. Incroyable échappée qui va peut-être aller au bout finalement. Oh, alors que Ghana qui a un problème technique sur la fin. Ah, sa chaîne a déraillé là dans les 500 derniers mètres. Il est en train de perdre du temps sur le peloton. Quelle malchance pour Filippo Ganna. Oh là 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 là. Il va perdre du temps dans ces derniers mètres. Il a déraillé derrière Versness qui est tout seul. 150 mètres. Il va aller les gagner. Il va aller gagner le Norvégien. Le peloton qui ne revient pas derrière. L'échappée qui va au bout. La victoire pour Uno-X Mobility et pour Frederik Versness. Magnifique. Et derrière, c'est Van Der Poel qui lead le peloton et qui va prendre peut-être la 2e place. Il a un coureur de Jay Hindley, je crois, dans sa roue. Giulio Ciccone. Romain Grégoire qui est là, qui doit faire 6 ou 7. Pidcock encore derrière. Et il s'est fait avoir, Mathieu Van Der Poel. Et Filippo Ganna qui attend un vélo là. Il n'est pas encore arrivé, Ganna. Et il arrive seulement maintenant, Filippo Ganna. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. S'il y a une chute dans les derniers 3 km, on est qualifié dans le même temps. Mais là, il arrive à 1 minute derrière. Là, on va voir quel est... Là, je ne sais pas ce que vont dire les commissaires. Hein. Pour Filippo Ganna, on verra. On est en Italie, il est italien. Ils vont peut-être être sympas. Et le mettre dans le même temps que le peloton au moins. La victoire pour l'échappée et pour Frederik Versness. Et alors là, la coureur de l'Alpecin, ils vont pouvoir se poser des questions. Hein, parce qu'ils ont aidé cette échappée forcément à aller loin en début d'étape en travaillant avec Gal Glivar, avec Zandre Maurice. Et du coup, l'échappée qui va au bout et Mathieu Van Der Poel qui gagne le sprint mais qui fait 2e. Il est certain que si ni Maurice ni Glivar n'avaient été dans l'échappée, s'ils avaient été que 5 au lieu de 7, Versness n'aurait probablement pas pu s'imposer. Et Van Der Poel aurait gagné.
Va falloir faire un petit briefing là, du côté de l'Alpecin de Koenig, parce que ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. La victoire, elle est pour Frederik Dversnes. C'est la 5e victoire de sa carrière, mais évidemment la première en World Tour pour le coureur de 28 ans. Hein. C'est pas un débutant non plus de Dversnes. Il avait été notamment champion de Norvège en 2023. Sinon, il avait gagné 3 autres courses en France à chaque fois. Sur la région Pays de la Loire, le Tour du Poitou-Charentes ou la route Adélie de Vitré. Ben là, c'est évidemment le level 3 fois au-dessus avec cette 5e étape de Tirreno Adriatico. Une échappée de plus de 200 km qui va au bout, puisqu'il est parti dès le kilomètre 0, en gros, avec Dries de Bondt et compagnie. Superbe pour Frederik Dversnes, qui en plus était bien classé au classement général. Donc on aurait pensé que le peloton n'allait pas le laisser partir. Et c'est banco. C'est bon de A à Z pour le Norvégien et pour Uno X, cette superbe équipe qu'on aime bien. Ça va être difficile pour les organisateurs du Giro, du Tour de France et de la Vuelta, de choisir qui prendre entre Uno X, entre Tudor, entre la Q36.5 et entre les équipes nationales. Total Energy pour la France, la Bardiani ou la Polti Malta pour le Giro, Cara Rural et compagnie pour la Vuelta. Ça fait du monde à inviter et il n'y a pas assez de place. Dversnes qui s'impose donc avec 7 secondes d'avance au final sur Mathieu Van Der Poel. Et c'est Roger Adria pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui était là en fait pour prendre la 3e place de ce sprint. Giulio Ciccone 4e, Alex Aramburu 5e. Pidcock termine 6e juste devant Romain Grégoire, finalement en 7e. Tobias Haaland, Johannesen, Peyo Bilbao et Simone Velasco pour l'XDX Astana complètent le top 10. Un peloton au final de 37 coureurs qui est arrivé, groupé. Et puis Filippo Ganna qui termine 39e, a bel et bien été finalement classifié dans le classé. Classifié, on ne sait pas si ça existe. Classé dans le même temps que le peloton. Les commissaires en ont décidé ainsi. Il ne perd donc pas de temps Ganna et reste leader du classement général. Incroyable. Est-ce que des leaders un petit peu ont perdu du temps? Pas trop. Tout le monde était un peu là. Il y a Ben Hilly qui a lâché quand même dans le final. Il y a Johannes Stone Mittet, le leader de la Décathlon. Esteban Chavez, Damiano Caruso, Valentin Madouas n'était pas là, pas plus que Valentin Paré-Peintre, qui termine à 2 minutes 20. Mais sinon, c'est tout. Beaucoup d'abandons, on les a tous dit. Aujourd'hui, 8 abandons. Et le dernier du jour, c'est Daniel Maclay, le sprinter de la Visma Lease Bike, qui termine dans un petit groupe avec Jonathan Milan notamment et Dylan Groenewegen à 22 minutes et 11 secondes du vainqueur du jour. Le classement général, pas de changement au final. Ils ont tous fini ensemble. Ganna est toujours leader avec 22 secondes sur Ayuso et 29 sur Tiberi. Suivent Derek G, Mattia Cataneo, Kevin Vauquelin. Et puis l'abandon d'Eddie Dunbar permet à Laurence de Plus de devenir 7e, Romain Grégoire 8e et l'entrée dans le top 10 pour David De La Cruz et Peyo Bilbao. C'est Ben Hilly qui est le grand perdant et qui sort du top 10 au profit de ces coureurs-là. Classement par points, Milan devance toujours Olaf Koy et c'est Thomas Pidcock qui est désormais 3e de ce classement. Classement de la montagne, ça sent très très bon pour Manuel Torrezzi qui a 32 points. Alors que derrière, c'est toujours David Baïs avec 11 points et Richard Carapaz avec 10 points. Pas de changement dans le trio du meilleur jeune. Juan Ayuso devance Antonio Tiberi et Kevin Vauquelin. Demain, c'est l'étape reine, c'est l'étape montagneuse. L'arrivée au sommet de Frontignano, 7,6 km à 8% de moyenne. Donc là, voilà, on a une vraie ascension. Ça sera le moment d'être décisif et d'essayer d'éliminer Filippo Ganna. Mais là, on commence à croire que vraiment Ganna pourrait peut-être aller au bout parce qu'il est fort. Il est vraiment fort en montagne. Et donc, pour l'équipe Emirates et Juan Ayuso notamment, et puis pour tous les autres qui sont pas loin, pour l'instant, en gros, on reste aux mêmes écarts qu'il y a eu lors du chrono. Et ça sera le moment de faire des vraies attaques pour essayer de lâcher le géant, le rouleur italien, qui est vraiment en forme. Sera-t-il capable de résister aux attaques des grimpeurs? On verra ça demain sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.